Alexis Tamboué-Mwamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes visé par une plainte en Belgique pour crime contre l'humanité. Quelle est votre réaction? Eh bien, je l'ai appris par la presse. Nous avons convenu, mon avocat et moi-même, que tant que je ne me serais pas encore présenté devant le juge, on devait s'en tenir au communiqué que vous avez certainement vu. À l'origine de cette plainte, il y a un attentat contre un avion civil sur l'aéroport de Kindu. C'était le 10 octobre 1998, en pleine guerre civile. À l'époque, vous étiez l'un des dirigeants du mouvement rebelle RCD Goma et vous avez reconnu que c'est votre rébellion qui a abattu l'avion. Est-ce que vous assumez tout cela? J'étais le porte-parole du mouvement. L'avion a été abattu par nos forces militaires, donc j'ai communiqué pour le compte du mouvement. Donc vous assumez? Oui, pour le compte du mouvement, oui, tout à fait. Alors ce que dit votre avocat, c'est qu'en tant que porte-parole, vous ne disposiez ni d'une autorité ni d'une compétence militaire au sein du RCD Goma. Exact. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je m'en tiens au communiqué qui a été fait par mon avocat. Enfin, ce que dit votre avocat, c'est que vous n'auriez pas été à l'origine de cet attentat. Certainement pas. Les militaires nous ont informés de ce qui s'est passé. Mais je préfère pouvoir m'étendre sur cette question lorsque nous serons devant le juge. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez aller aujourd'hui en Belgique sans risquer de vous retrouver devant un juge, devant des policiers? Comment ça se passe? Je viens de la Belgique, puis je suis allé en Suisse. J'attendrai la convocation, disons, du juge. Et vous avez une idée de la date ou pas? Je ne sais pas. J'ai élu domicile chez mon avocat, donc il sera informé, il me tiendra informé. Et si le juge vous convoque, que ferez-vous? Je me rendrai. Au risque, peut-être, de ne pas ressortir libre du bureau du juge. Je me rendrai, M. Babouville. Vous pouvez me faire confiance, je me rendrai. Vous êtes couvert par une immunité ou pas? Oui, je suis couvert par une immunité diplomatique, mais je ne la ferai pas valoir. C'est-à-dire que si demain le juge décide de vous entendre et qui sait de vous inculper, et qui sait peut-être de vous mettre en prison, vous assumerez tout cela? On avisera cela, le moment opportun. Alexis Tamboué-Mwamba, il y a plus d'un an, l'opposant Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'un bien immobilier et depuis il est en exil en Europe. S'il rentre demain à Kinshasa, est-ce qu'il risque la prison? M. Moïse Katumbi peut rentrer à Kinshasa ce soir, il peut rentrer à Kinshasa demain. Il va se retrouver dans la situation qui était la sienne au moment où il a quitté le territoire. C'est-à-dire? Il va se représenter devant ses magistrats, parce qu'il faisait l'objet de 2 procédures judiciaires, et le magistrat l'attend pour poursuivre cette procédure. En ce qui concerne la condamnation, ça sera au juge d'appel de décider ce qu'il doit faire. Voulez-vous dire que tant que la décision d'appel n'est pas prise, il peut rester en liberté, il peut circuler librement sur le territoire congolais? Dans le code qui est le nôtre, si le premier juge décide que vous serez arrêté, on vous arrête. C'est le juge d'appel qui décide de votre mise en liberté ou pas. Donc a priori, s'il rentre, il est arrêté. D'après le code, logiquement, oui. Est-ce que, comme le demandent les évêques de la SENCO, une mesure de décrispation n'est pas envisageable afin que Moïse Katumbi puisse rentrer librement? Mais la mesure ne peut pas se prendre sans avoir vidé la procédure sur le plan judiciaire. Il ne faut pas individualiser. Je pense que vous êtes fixé sur la personne d'un individu. Pourquoi vous ne demandez pas qu'on puisse arrêter, en fait, pour tous les autres? Si je m'intéresse à ce cas, monsieur le ministre, c'est parce que tout le monde s'y intéresse, à commencer par les évêques de la SENCO. Ils vous le demandent. Mais je sais, les évêques de la SENCO ont fait une démarche. Peut-être qu'ils ont contribué eux-mêmes à ne pas la faire aboutir. Ils ont envoyé un courrier qui était censé être confidentiel au président de la République. Et au moment où le président de la République entame l'examen de ce dossier, demande, bon, écoutez, vérifiez ce que les évêques disent. Les évêques avaient distribué le courrier un peu partout, et notamment M. Katumbi, qui l'a utilisé auprès de certaines chancelleries, de certains ministres à gauche à droite. C'est ça le problème. C'est-à-dire, à partir du moment où vous vous présentez comme médiateur et que vous êtes évêque par-dessus le marché, gardez l'église au milieu du village. Donc c'était difficile d'être médiateur, peut très bien être un évêque, mais on n'a pas nécessairement le doigté nécessaire. Donc tous les évêques ne sont pas le cardinal Monsengo. Donc il faudrait une nouvelle médiation? Ça je ne sais pas, non, ça je ne sais pas. Alors la justice congolaise officiellement est indépendante, mais la magistrate qui a condamné Moïse Katumbi l'an dernier, la présidente des juges de paix de Lubumbashi, Chantal Ramazani-Ouazouri, affirme aujourd'hui qu'on l'a forcé à condamner Moïse Katumbi sans même délibérer. Ça m'étonnerait quand même. C'est ce qu'elle dit, hein? D'abord, ce n'est pas une décision individuelle. La décision n'était pas une décision à juge unique. C'est une décision qui
est prise par un collège de magistrats. Ça veut dire qu'ils sont au moins 3 juges, plus un magistrat du parquet. Donc c'est une décision collégiale. Elle était présidente des juges de paix de Lubumbashi. Même une fois que les débats sont terminés, la décision de la présidente peut être mise en mal par les autres. Aujourd'hui, cette magistrate vient d'obtenir le statut de réfugié en France, ce qui prouve que son témoignage est pris au sérieux par les autorités françaises. Est-ce que vous ne craignez pas que cette affaire ne ternisse l'image de votre justice? Mais je pense que le juge d'appel, que M. Katumbi verra quand il va rentrer, va devoir aussi examiner les déclarations de cette magistrate, ça c'est clair. Le 2 juin, Moïse Katumbi a porté plainte auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève pour discrimination à son égard de votre part. Et le 13 juin, ce comité des Nations Unies lui a répondu qu'il allait vous demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'opposant puisse rentrer au Congo et puisse participer librement et en toute sécurité à l'élection présidentielle en tant que candidat. Nous avons reçu la note verbale du haut-commissaire. Mais là où le bas blesse, c'est que M. Moïse Katumbi, il est dans une procédure nationale qui n'a pas épuisé. Donc parmi les moyens d'irrécevabilité que le Congo va présenter au haut-commissaire, on va lui opposer les principes, à savoir que le Conseil ne peut recevoir les dossiers que pour autant que les moyens nationaux aient été épuisés. Donc ce n'est pas les dossiers judiciaires qui empêcheraient M. Moïse Katumbi de se présenter à l'élection présidentielle. Il y a une lecture sélective qu'on fait de la Constitution. Si on dit aujourd'hui que Joseph Kabila ne peut pas se présenter pour un 3e mandat, c'est parce que la Constitution l'interdit. C'est l'article 70, alinéa 1er. Mais M. Moïse Katumbi a un empêchement qui est d'ordre constitutionnel, qui est l'article 10 de la Constitution, qui dit que quiconque a pris une nationalité étrangère a perdu la nationalité congolaise. Et aujourd'hui, d'après les données que nous avons, il a pris une nationalité étrangère. C'est ça le problème clé qu'il a. Alors ça, ce sont, j'imagine, les tribunaux congolais qui trancheront. Mais je reviens à ce que vous demande le Comité des droits de l'homme de l'ONU de Genève. Est-ce que demain, M. Katumbi pourra rentrer en République démocratique du Congo et participer librement et en toute sécurité à l'élection présidentielle? Il y a 2 aspects. Que M. Katumbi rentre au Congo, il peut le faire. Il n'y a personne qui va porter atteinte à son intégrité physique. Mais j'ai dit, il va se retrouver sur le plan judiciaire dans la situation qui était la sienne au moment où il a quitté le territoire national. C'est ça, donc. Mais le problème de fond est de savoir si oui ou non il est éligible. Au stade actuel, les données qui sont en possession de l'administration congolaise établissent qu'il a une nationalité italienne. Et aujourd'hui, il ne peut pas se présenter. À lui à prendre les mesures nécessaires pour recouvrer alors totalement sa nationalité congolaise. Monsieur le ministre, selon les Nations Unies, il y a actuellement plusieurs dizaines de prisonniers politiques en République démocratique du Congo. Est-ce que des mesures de décrispation sont envisagées? Entre juillet 2016, quand j'ai fait signer au président de la République les lois portant mesures collectives de grâce et les différentes sorties des prisons à la suite des demandes, soit des évêques, soit de l'Union européenne, soit des ambassades, nous avons fait sortir de nos prisons plus de 2000 personnes avant qu'on ne parle, disons, des évadés. Depuis les manifestations du 19 décembre 2016, 12 membres du rassemblement de Goma sont en prison. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un geste à leur égard? Je pense que nous avons fait tout ce qui était possible. En fait, les jeunes gens qui étaient à Goma ou ailleurs, dans la plupart des cas, on les a libérés. Donc, donnez-nous la liste de ceux que vous considérez comme étant encore en prison. Donc, ceux qui ont été arrêtés à la suite des manifestations, il n'y a pas de raison pour qu'ils puissent continuer à croupir en prison. Mais il faut envoyer les listes. Moi, j'apprends par vous que 12 manifestants de Goma se trouveraient encore dans les prisons congolaises. 10 ans après l'assassinat de notre confrère Serge Maéché, qui était le directeur de Radio Okapi à Bukavu, Reporters sans frontières affirme que les véritables coupables et commanditaires du crime n'ont toujours pas été arrêtés. Il demande la réouverture du procès de cet assassinat. Qu'il fasse la demande. S'il y a des éléments nouveaux qui font que l'éclatement de la justice peut se faire, je pense qu'il n'y a personne qui va s'opposer. Vous-même, vous pensez que le procès des assassins a été bâclé à l'époque? Je n'ai pas suivi le dossier, mais si vos collègues estiment qu'ils ont des éléments qui permettent de réouvrir le dossier, moi je vais appuyer en tout cas cette démarche. Ça c'est clair. Alexis Tambwe-Mwamba, depuis 10 mois, les violences dans le Grand Kasaï ont fait au moins 400 morts.
Certaines vidéos sont accablantes pour les forces de sécurité et aujourd'hui 9 militaires comparaissent devant un tribunal à Buji-Maï. Mais est-ce que ce procès n'est pas une goutte d'eau dans un océan d'impunité? Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Kasaï, le procès de Buji-Maï comme le procès de Kananga ne sont que les premiers de toute une série de procès qui vont pouvoir s'ouvrir. Le procès des militaires en Buji-Maï, c'est ce qui s'est passé à Mwanza-Lumba, où on voit les militaires, en fait, effectivement, de l'armée tirer sur des gens qui les attaquaient. Ceux-là ont été identifiés, les faits ont été établis, et on a également ouvert à Kananga le procès de 2 experts des Nations Unies, parce que là aussi, le parquet militaire a pu réunir les preuves contre les personnes qui ont assassiné les 2 experts des Nations Unies. La douzaine de personnes qui avaient participé à cet assassinat, ils ont été tous identifiés. Certains sont en fuite, mais les éléments que le parquet militaire détient étaient suffisants pour ouvrir un procès. Et dans le cas du Kasaï, comme vous l'avez dit, il y a eu plusieurs centaines de victimes. Et nous sommes nous-mêmes conscients au niveau du gouvernement que la gestion calamiteuse de la succession du chef Kamina Nsapu a donné lieu à des violences inouïes. Il n'est pas question de ne pas poursuivre ce qui s'est passé au Kasaï. Donc, il y a aujourd'hui 2 procès qui sont en cours. Il y aura peut-être 10, 15 ou 20 ou 30 procès en ce qui concerne la situation du Kasaï. Et c'est ainsi que depuis plusieurs mois, nos services de renseignement avaient mis notamment sur écoute un certain nombre de personnalités de premier plan qui étaient originaires du Kasaï, parce qu'il était question de savoir qui a fait quoi, qui a joué un rôle positif, qui a joué un rôle négatif. Le document que le New York Times avait publié n'était pas venu du ciel. C'est un document de nos services qui a fuité, je ne sais pas comment, mais c'est un document authentique de nos services. Et ces écoutes ont démontré qu'il y a des gens qui, d'une façon ou d'une autre, peut-être pour des raisons de leadership local, ont attisé le feu, et il y a d'autres qui ont joué un rôle extrêmement positif pour que les choses puissent se calmer. Donc l'enregistrement est authentique. Avec le député Kankou. Oui, avec le député Kankou. Mais il y a d'autres, il n'est pas seul à avoir été mis sur écoute. Est-ce que l'ancien gouverneur Kandé a joué un rôle positif ou négatif? Pour le moment, nous avons ordonné une enquête administrative. Cette enquête administrative est en cours. Et est-ce qu'Évariste Bochab a joué un rôle positif ou négatif? Je ne sais pas vous dire. Je dis il y a une enquête administrative qui est en cours et ordonnée par le président de la République en personne. Les instructions que j'avais reçues étaient de dire que les enquêtes doivent être menées. Toutes les personnes qui ont joué un rôle négatif doivent passer devant les cours et tribunaux. Le 12 mars ont été assassinés 2 experts de l'ONU, dont vous venez de parler, Michael J. Sharp et Zaida Catalan. Beaucoup dans le monde demandent une commission d'enquête indépendante. Que répondez-vous? Les Nations Unies nous ont dit qu'ils veulent mettre en place une commission d'enquête indépendante. À la suite de cette formulation, nous avons avancé dans ce qui était notre position de départ, qui était de dire l'enquête sera congolaise et rien que congolaise. Nous avons avancé et nous avons dit, bon, nous sommes d'accord pour conduire l'enquête, mais que les experts internationaux viennent se joindre à nous. Telle est notre position aujourd'hui. Les Nations Unies disent, non, il n'est pas question que ces enquêteurs puissent travailler avec les Congolais. Nous voulons une enquête totalement indépendante. J'ai expliqué hier à Genève l'impossibilité d'organiser une enquête sans tenir compte des autorités nationales. Nous sommes ouverts à une collaboration la plus étroite possible avec les enquêteurs internationaux, mais nous disons qu'il est impossible qu'on puisse faire cette enquête en excluant les magistrats congolais. Mais pourquoi pas 2 enquêtes parallèles? Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon, monsieur le ministre, de montrer que vous n'avez rien à cacher? Mais on n'a rien à cacher, c'est pour cette raison qu'on a dit on ne va pas avoir 2 enquêtes parallèles. Nous voulons une enquête, disons, qu'il fasse une équipe. La meilleure formule pour qu'il y ait manifestation de la vérité, c'est que les équipes travaillent ensemble avec le même objectif. La meilleure formule possible dans ce dossier du Kasaï, nous avons mis en place une task force administrative pour pouvoir assurer le suivi, dans laquelle siègent les Nations Unies. Nous disons, ça c'est la position du gouvernement congolais, nous sommes ouverts pour une enquête commune et ils vont travailler ensemble. Dernière question. Depuis quelques semaines, les sanctions de la part des États-Unis et de l'Union européenne se multiplient contre des responsables de votre pays, non seulement des chefs militaires et policiers de la répression, mais aussi des hommes politiques, comme le chef des renseignements, Kalev Moutonde, comme le
honorable ministre, Lambert Mende, comme l'ancien vice-premier ministre Évariste Bochab, est-ce que vous ne craignez pas d'être un jour mis en quarantaine par la communauté internationale? Mais je pense que la communauté internationale a intérêt à discuter avec nous. Nous avons réagi avec beaucoup de responsabilité. Il n'y a pas une réaction épidermique de la part du Congo pour dire, bon, écoutez, nous allons ignorer, nous allons aussi prendre des mesures de réciprocité, parce que dans les relations internationales, c'est une question de réciprocité. Nous avons dit, ok, nous allons voir ce qui va continuer à se faire. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne méthode pour arriver à des résultats. Au contraire, on a braqué un certain nombre de personnalités de premier plan et au contraire, on risque de ne plus avoir des interlocuteurs dans une démarche qui nécessite qu'on puisse parler de part et d'autre. Monsieur le ministre, merci.